Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Solène et moi allons vous présenter notre projet de statistique qui est une étude auto-administrée. Notre population est donc l'ensemble des tentatives d'estimation des quantités de liquide en millilitres qu'on peut recueillir. Donc, chaque tentative de chaque participant. Notre échantillon est les tentatives d'estimation des quantités de liquide en millilitres recueillies. Nous avons choisi l'échantillon stratifié, ce qui veut dire que nous avons divisé notre population en sous-groupes de groupes de millilitres, soit disant 0, 25, 50, 75, 100. Ce qui veut dire que notre population est semi-aléatoire due au volume qui était présélectionné. Cela dit, nous avons donc fait une formation inconsciente des sous-groupes par bond de 5 millilitres. L'évaluateur déterminait un volume dans un verre, puis les candidats se retournaient en même temps, regardaient le verre, puis notaient leurs résultats. Ensuite, chacun à leur tour, les candidats montraient leur quantité à Lucas sans se parler entre eux, puis Lucas rentrait ça dans l'Excel. Maintenant pour la deuxième partie de l'explication de l'expérience, soit disant celle avec de la rétroaction. Tous les critères sont les mêmes que la première évaluation, sauf que quand les candidats soumettent leur réponse, l'évaluateur va maintenant tourner la feuille et leur montrer la bonne réponse, la réponse exacte des millilitres. Comment est-ce qu'on est arrivé à 180 données? En fait, c'est simple. On a pris la formule de proportion pour calculer le n minimal. Puis, ça nous a donné 67,65 échantillons qu'on a arrondi à 68. Donc, 68, c'était notre minimum. Puis, dans le fond, on a pu prendre le calcul avec le 0,5 puisque justement, nos tests étaient des tests de comparaison de deux proportions. Puis, c'est ça, on a fait plusieurs tests et c'était le minimum. Mais puisqu'on était 3 candidats et qu'on pensait qu'on devait comparer entre nous les données, mais on a fait 30 fois 3 pour respecter la condition de validité de 30 ou plus, ce qui nous a donné 90. Puis puisqu'on faisait avec rétro et sans rétro, mais on a fait 90 fois 2. Donc, on a eu un total de 180 essais, dont 80 avec et 80 sans. Comme vous le savez, plusieurs facteurs extérieurs influencent l'estimation du candidat, que cela soit l'allure du contenant, le reflet de lumière, ou même si notre participant porte des lunettes ou non. Deuxièmement, faire 180 estimations continuelles peut mener à des réponses hasardeuses. Comme plusieurs études l'expliquent, la capacité d'attention d'un adulte est d'environ de 15 à 20 minutes, alors que l'étude durait environ 1 heure. Pour finir, chaque participant a des perceptions différentes, ce qui veut dire que certains candidats auront tendance à sous-estimer et certains candidats auront tendance à surestimer la quantité de liquide. Nous pouvons alors voir qu'avec la rétroaction, les candidats ont fait 7 réussites de plus, 11 réussites de plus et même 15 réussites de plus que sans rétroaction. Cela veut dire que la rétroaction est meilleure. Nous observons donc une hausse de taux de réussite d'en moyenne de 36,67% suite à la rétroaction. Le test d'hypothèse suivant est donc un test de comparaison de deux proportions indépendantes. Les proportions sont donc P1, les proportions de bonnes estimations sans rétroaction, et P2, la proportion des bonnes estimations avec rétroaction. Voici donc la présentation du gabarit pour la question un retour d'information améliore-t-il le taux de réussite des candidats? Nous pouvons constater que, au niveau de signification de 10%, le seuil expérimental est plus petit que notre seuil de signification, alors nous venons à la conclusion de rejeter H0. Ce qui veut dire que H1 est en faveur, mais il n'est pas certain. Cela conclut donc que, au niveau de signification de 10%, il n'est pas faux de dire que le taux de réussite est plus faible sans la rétroaction qu'avec la rétroaction pour estimer des quantités d'eau dans un verre. Bon, notre erreur majeure. En fait, nous, on s'est un peu compliqué la tête. On a voulu séparer par candidat et comparer ensuite les résultats de chacun des candidats sans rétroaction, puis avec rétroaction. Puis ce qu'il fallait faire, en fait, c'est juste d'additionner toutes les données qu'on a recueillies sans prendre en compte quel candidat avait estimé quelle quantité. Puis ensuite, comparer toutes ces données-là euh, en premier sans rétroaction, puis ensuite avec rétroaction. Pour notre question, on a voulu savoir si quelqu'un qui cuisine fréquemment, donc 3 fois ou plus par semaine, allait être meilleur à estimer les quantités que quelqu'un qui ne cuisine pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test de comparaison de deux proportions. Donc, P1 étant le taux de réussite des gens qui ne cuisinent pas avec rétroaction, puis P2 étant le taux de réussite des gens qui cuisinent. Donc, on avait un candidat qui cuisine, puis on a pris un candidat qui cuisine pas, puis on a comparé leurs données. Puis, ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, on n'est pas en mesure de rejeter H0 au niveau de signification 10%. Donc, on n'est pas en mesure d'établir qu'il y a une différence significative entre les deux proportions. Donc, le taux de réussite d'un non-cuisinier serait plus petit que celui d'un cuisinier. Merci pour votre écoute.